après URSAF, donc vraiment, on va dire, je prends l'argent, je le mets dans ma poche et je l'utilise pour mon perso, entre 3007 et 4004 tous les mois. Oser. C'est juste oser d'avancer, de mettre le premier pas dedans. Parfois, on met beaucoup plus d'énergie dans notre peur que dans les actions. De ma propre expérience, je me suis foiré 3 fois avant de réussir là, maintenant. Tu vois, à travers ton histoire, à travers ce qu'on partage, en fait, il y a des personnes qui pourront être inspirées, tu vois. Ouais. D'avoir du temps pour vivre, quoi. C'est un truc... J'en ai limite de l'émotion quand j'en parle. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen de se développer personnellement. C'est que du bonheur de rencontrer des gens. Et souvent, dans l'entrepreneuriat, il y a ce risque-là aussi de se retrouver seul. J'aime bien faire ce parallèle-là avec un avion. Tu sais, un avion, avant qu'il plane, le mec, il met les gaz à fond. Aujourd'hui, chaque jour, c'est la fête, quoi. Je me lève le matin, je suis heureux. Alors, il n'y a pas si longtemps de ça, j'ai reçu un message d'une Delphine qui m'a dit « Yohan, il faut absolument que tu invites une personne en podcast. Il faut absolument que tu invites Jean. » Jean, c'est une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines de ça. Et en fait, on avait déjà échangé, on avait déjà pris contact, on avait déjà connecté parce qu'en fait, on habite dans la même ville. Et justement, aujourd'hui, l'occasion, c'était justement de pouvoir l'inviter en tant qu'invité spécial sur ce podcast. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter Jean. Jean, salut, comment vas-tu ? Ça va super bien, je suis content d'être là, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, moi je suis super content de pouvoir t'avoir ici. Tu sais, sur Nantes, on n'est pas énormément de créateurs. Et c'est vrai que c'est bien justement de pouvoir avoir des connexions comme ça, des connexions par des connexions. On se rend compte qu'il y a des humains derrière ça. Ouais, et du coup, l'idée c'est vraiment de pouvoir un peu surfer sur ton parcours. Elle t'a mis un peu la pression, Delphine. Hein. Elle a dit elle a dit ouais, franchement, il faudrait que tu l'invites. Il a une histoire inspirante et justement, on va. Grave la pression. Allez, non, en fait, c'est pas vrai. Non, j'ai rien d'inspirant. Donc voilà. Du coup, voilà, il y a des personnes ici qui ne te connaissent pas forcément. Ouais. Si voilà, là je te croise dans la rue et tout, je dis mais attends, mais je te connais, je t'ai déjà vu. Qui es-tu ? Tu dirais quoi ? Ah, la bonne question. Qui je suis ? Je suis Jean, créateur UGC, authenticité et pas d'IA. Wow. C'est trop bien que tu dis ça parce que j'ai vu une vidéo de toi sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps où en fait tu partageais justement une vidéo de toi version IA, une vidéo de toi version naturelle et la différence elle est hyper flagrante. La différence elle est ouf. En fait tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont tester l'IA et elles ont raison de tester. Franchement allez-y tester, hein, ça marchera pas. Ils peuvent tester l'IA. Mais tu vois, dans les commentaires des publicités, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire ? On voit que c'est de l'IA, c'est pas naturel, le langage, il est pas top, t'as pas la petite larme dans les yeux, tu vois, la petite lumière qui brille, l'authenticité qui fait que l'humain fonctionnera toujours. L'IA, c'est un bon outil pour travailler, pour ajouter des décors, des machins, des trucs, je suis à 100% pour, mais pas pour le remplacement. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, je trouve que justement, en fait, nous, l'UGC, c'est justement de montrer un peu ce côté authentique, justement de renforcer la confiance avec les marques. C'est vrai que quand on met de l'IA, tout de suite, en fait, je trouve que ça perd de la crédibilité au niveau des marques d'utiliser l'IA. Donc j'avais pas prévu de commencer le podcast comme ça, mais franchement j'adore parce que justement c'est des sujets d'actualité quoi. Mais complètement. Mais c'est vrai que l'IA, alors encore une fois, c'est un super outil, vraiment. Que ce soit pour les créateurs, pour les scripteurs, etc. C'est vraiment un outil qu'il faut utiliser, je pense, pour gagner du temps et être productif, clairement. Mais derrière, en termes de création, s'il n'y a pas un humain derrière la caméra ou devant la caméra, tu le vois, et moi quand je vois un produit, même si le produit m'intéresse, la dernière fois pour l'anecdote, j'ai vu des mecs avec des lunettes, je sais plus trop quoi, franchement les lunettes, j'étais à 2 doigts de les acheter tellement qu'elles étaient classe quoi. Sauf que la pub vidéo, tu vois un mec en IA, super lisse, derrière avec une voix une voix de merde, les faux palmiers en plastoc derrière, enfin tu fais non mais si t'as même pas de thune pour faire une vraie communication avec un humain derrière, j'ai pas envie d'acheter tes lunettes en fait. Tu vois. Et je pense que la majorité des gens, alors nous on va être, toi, moi, les créateurs UGC, on va être dans l'analyse de la vidéo et de la performance de la vidéo, mais l'acheteur lambda, il va juste voir un mec en plastique qui fait semblant de vendre un truc. Ça peut pas marcher. Je suis d'accord avec toi. Et d'où le fait que l'UGC aujourd'hui prend de la place justement pour contrebalancer cette partie-là, parce que effectivement
voilà, les marques aujourd'hui, elles cherchent justement à avoir de la connexion directe avec leurs clients. Et nous, l'UGC, c'est justement de se mettre à la place du client, avoir des tics de langage, avoir du côté naturel. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Bon, du coup, trop bien. Franchement, quelle introduction incroyable. On arrive direct, on rentre dans le vif du sujet de l'ELIA. Mais du coup, si on se concentre un peu sur toi et tout, comment déjà t'as découvert l'UGC? Alors l'UGC, je l'ai découvert grâce à mon meilleur pote qui parcourt le monde. Là, lui, c'est un nomade, c'est un freelance nomade. Là, actuellement, il est à Bali. Il a fait la Thaïlande, etc. Bref, c'est mon meilleur pote, c'est mon bro de cœur, tu vois. Okay. On a fait des web-séries à l'époque ensemble. J'ai tourné dans sa série. Il m'a aidé à créer la mienne à l'époque. Et en fait, il m'a dit, écoute, t'as envie de te casser ton job. J'étais cadre dans la banque, enfin dans l'assistance bancaire. Je gérais un plateau téléphonique avec 120 personnes. Management un petit peu toxique au-dessus. Franchement, j'en avais marre. J'avais envie de reprendre ma liberté comme j'ai pu l'avoir dans le passé quand j'avais créé ma web-série ou quand j'avais créé d'autres entreprises. Et j'avais envie de retrouver ce truc un petit peu fun, quoi. C'est intéressant. On peut aller plus loin. Bien sûr. Du coup, là, si on fait un quelques mots un peu en historique, tu m'as parlé de web-série, tu m'as parlé du coup de fait d'être cadre. C'était quoi un peu ton parcours justement? Qui est Jean avant la création de contenu UGC? Vous avez 2 heures? Non. Non, je déconne. En vrai, si tu veux, j'ai la chance d'avoir eu plusieurs vies dans ma vie, quoi. C'est que on va pas faire le débat depuis le début, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait toute l'Asie du Sud-Est, j'ai fait une partie de l'Afrique, une partie de l'Amérique du Sud. En termes d'études, j'ai commencé par du droit. Ça n'a pas marché, c'était pas mon truc. J'ai fait de l'archéologie et de l'histoire de l'art. Ça, j'avais adoré. Je suis monté à Paris. Je résume hyper vite, hein. Je suis monté à Paris. Je me suis fait virer de Paris, de la Sorbonne, parce que j'avais pas de justificatif de domicile, je n'avais pas trouvé d'appart. Je suis rentré en Alsace, parce que je suis originaire d'Alsace. J'ai bossé dans de l'usine pour gagner un petit peu ma vie. Je suis ensuite parti à Strasbourg, donc toujours en Alsace, pour faire mon BTS Action Co. Et puis on va dire que ma vie, elle a vraiment démarré ici, tu vois. Et là, j'ai eu une fulgurance. J'avais envie que les gens lisent des bouquins. Okay. Et lisent des livres, tu vois, des vrais bouquins. Mais pas sur des bouquins, sur une tablette. Je me dis, putain, ça peut être génial, lire des bouquins sur une tablette. Tu peux mettre, je sais pas... À l'époque, je pensais 5-6 bouquins. 5-6 bouquins sur une tablette, tu peux l'emmener partout, etc. Je suis allé voir les banques, on m'a dit, mais monsieur Haman, jamais de la vie. Les bouquins, l'odeur du papier, tout ça, ça se vendra jamais. Même ma famille disait, jamais de la vie. J'avais cherché la technicité, les sites web, les machins et tout pour créer ce truc. Finalement, j'ai laissé tomber, j'étais trop jeune. J'avais pas la niaque que j'ai aujourd'hui. Et 5 ans après, Kindle est sorti. Oh, ok. Et là, tu fais, oh putain, il y a un truc à faire. Okay. Bref, et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, si tu veux, d'avoir des idées, d'avancer sur des choses et de lâcher peut-être un peu trop vite. Et au fur et à mesure de l'âge, j'ai appris qu'il faut jamais rien lâcher. J'ai attendu 44 ans pour rien lâcher. Oh. Et je me suis retrouvé via des péripéties d'entreprise, commercial, directeur commercial. Je suis allé monter des meubles dans toute la France, parce que je n'avais pas utilisé une perceuse et j'avais envie d'apprendre à utiliser mes mains. Puis j'ai fini dans un grand groupe bancaire où je faisais de l'assistance, parce que je cherchais du boulot, je décrochais le téléphone, j'aidais les gens à faire opposition à leur carte, à utiliser leur TPE. Je suis passé manager, puis responsable de plateau, j'ai déménagé sur Nantes pour ce boulot-là. Et en vrai, au bout de 11 ans, tu te rends compte que c'est pas ça la vraie vie, quoi. J'avais envie d'avoir du temps, j'avais envie de profiter de ma vie, de profiter de ma femme, là, de profiter du bébé qui est à venir, là, qui va arriver en novembre. Ouais. Et du coup, la vidéo, quoi, parce que j'ai fait de la fiction. De base, j'écris beaucoup, j'ai écrit des scripts, j'ai écrit des bouquins. Et j'avais juste envie de revivre, en fait, de ressentir ce côté créatif, ce côté un peu enfant, sans le côté péjoratif de l'enfant, tu vois. Ouais. Le côté où tu es devant la caméra et tu t'amuses. Et en vrai, aujourd'hui, la création UGC, c'est ça, c'est que le client qui va voir cette vidéo-là, donc j'entends par client l'acheteur final du produit que tu présentes, il doit voir que le mec qui filme s'amuse et que le produit, il l'utilise pour de vrai et que c'est pas juste « Oh là là, regardez le produit comme il est super, achetez-le ». Non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ouais, en vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Et en fait, t'as dit des choses hyper intéressantes. Tu vois, t'as dit que en fait, parfois, t'as commencé et t'as abandonné trop vite. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est des choses où enfin, moi, je suis formateur, j'accompagne aussi les personnes qui veulent se lancer dans l'UGC. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui parfois vont se lancer
Et tu vois, les premières étapes un peu, pas un peu galères, mais sur laquelle on doit passer, créer le portfolio, après se lancer un peu sur les réseaux sociaux et tout ça pour créer son personal branding, c'est souvent des étapes sur lesquelles les personnes abandonnent, tu vois. Pas. Et du coup, ça m'a un peu marqué sur ça. Du coup, ma première question, c'est, ok, tu vois, tu dirais quoi à une personne qui se lance et qui parfois peut abandonner trop vite avant d'avoir les résultats souhaités. Et la deuxième question, la deuxième chose, c'est qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est t'étais cadre, tu vois. T'étais cadre, c'est un souhait que beaucoup de personnes souhaitent, tu vois. Je sais que moi j'ai travaillé pendant 10 ans aussi chez Orange. J'ai évolué aussi dans l'entreprise et tout ça, et je pense qu'on va avoir des similitudes sur cette partie-là. C'est de savoir, ok, qu'est-ce qui fait que on n'a plus cette envie de pouvoir continuer dans une grosse entreprise et justement aller chercher tout ce que tu as dit, la liberté. Je peux même aller plus loin parce que je crois que tu fais aussi de la musique. Je vois beaucoup dans tes stories où tu faisais. D'ailleurs, c'est une des premières choses qui nous a connectés parce que j'avais commenté un réel sur de la musique et tout. Et donc qu'est-ce que tu dirais sur la première partie sur les personnes qui ont peur, enfin qui abandonnent peut-être un peu trop vite, et après ce truc-là de changer de vie complètement d'un cadre à créateur de contenu. Alors pour la première, je pense que la réponse elle va être hyper concise et hyper simple, c'est que il faut oser. C'est juste oser d'avancer, de mettre le premier pas dedans. Une fois que le premier pas est dedans, c'est un petit peu comme un engrenage. L'engrenage peut faire 25 km de large. À partir du moment où la roue commence à tourner, elle tourne. Et plus elle va tourner vite, plus ça va se mettre en place et moins il va y avoir d'efforts à faire. Donc en fait, c'est surtout l'effort du début qu'il faut mettre en place pour que la roue commence à tourner. C'est de la force d'inertie. J'adore. Et les gens, en fait, ils lâchent. Et j'ai remarqué souvent par peur de réussir. Pourquoi ? Parce que si t'es salarié, tranquille, t'as ton salaire qui arrive, on parle même pas de montant, hein. T'as ton salaire qui arrive, tu rentres chez toi à la maison le soir, même si t'as une journée de merde, t'as fait 8h, 18h, mais t'as la sécu. T'as la sécurité d'avoir quelque chose qui rentre régulièrement. Et la grande peur, elle est là. C'est qu'à partir du moment où tu réussis, tu dis, ok, génial, ça marche, mais pour combien de temps ? Et les gens, ils ont peur de se lancer. Je l'ai eu, ce phénomène-là. Et encore parfois aujourd'hui, t'as cette petite étincelle, ce petit truc qui te souffle à l'oreille, tu sais, le démon, l'ange démon, là, sur l'épaule, qui te dit « Et si le mois prochain, ça ne marche pas ?» Tu vois ? Et en fait, non, faut croire à la chose. Et je pense que les gens, ils abandonnent parce qu'ils ont pas cette foi. Tu vois, c'est cette foi à la réussite. Et c'est le manque de confiance en soi et de confiance en l'univers, un petit peu. Tu vois, quand tu touches du doigt quelque chose, à un moment, tu le prends et tu te sers. Waouh, ça me parle de j'adore ça, j'adore. Parce qu'en vrai, t'as parlé de la synergie, déjà, la première chose, c'est la synergie, tu vois. Et moi, tu vois, dans mon programme, ce que je mets en avant, moi, mon programme, c'est onboarding. En gros, c'est le fait de pouvoir... De rentrer dedans, quoi, déjà. Tu vois. Et en fait, c'est vrai que j'aime bien faire ce parallèle-là avec un avion. Tu sais, un avion, avant qu'il plane, le mec, il met les gaz à fond, tu vois. Évidemment. Et quand il met les gaz à fond, après, l'avion, il commence à arriver en haut et après, il plane. Et donc, effectivement, le fait de ne pas abandonner trop vite, c'est vraiment mettre les gaz à fond au début, enlever tous ces petites peurs, tous ces trucs et tout ça. Et après, une fois que tu te seras lancé, que tu seras plutôt haut, après, tu vas planer. Donc, franchement, ça, c'est trop bien. Et effectivement, le deuxième truc, c'est entièrement aligné avec mes valeurs et tout ça, parce que, je suis croyant et tout ça, et la foi, ça c'est vraiment quelque chose qui me parle de fou. En fait, la foi, c'est vraiment de croire à un truc où c'est de croire quelque chose qui peut arriver derrière, quoi. Ça. Et d'y croire à fond, même si on sait pas si ça va vraiment se passer, mais d'y croire que en fait ça peut être possible, quoi. En même temps, tu risques quoi de faire quelque chose. Ouais. Tu risques quoi. Et je pense qu'à partir du moment où tu as compris ça, alors c'est facile parce que nous on l'a fait. Là, je pense un peu aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Ils vont se dire, ouais, c'est bon, eux, c'est facile, ça marche pour eux, donc voilà. Ouais. Sauf que, mais ça part de ma propre expérience, je me suis foiré 3 fois avant de réussir là, maintenant. Et à chaque fois, j'y suis allé. Une fois, j'ai complètement foiré, clairement, j'ai mis les mains dans les poches, je fais non, c'est trop dur. Je vais pas y arriver, c'est de la merde, voilà. Deuxième fois, ça commence à prendre un peu, et puis il y a toujours ce petit démon qui vient te dire non, laisse tomber, parce qu'à un moment ça va pas le faire, et tu fais ok, je laisse tomber. Et tu rebaisses la tête, tu t'avances. La 3e fois, ça a marché de ouf. Après, c'est le déménagement là actuel qui a fait que j'ai changé de voie, et ça a marché de ouf. Je me dis putain, ça y est, il y a un truc, quoi. Et là, aujourd'hui, la 4e fois avec l'UGC,
Et ça marche. Et je me pose même pas la question de est-ce que ça va marcher? Je dis, je fais, on verra après. Et tu vois, en fait, on se met beaucoup de blocages, mais quand on passe le cap, après on remarque que c'est pas si grave que ça en fait. C'est pas si difficile. Et tu vois, parfois on met beaucoup plus d'énergie dans notre peur que dans les actions. Et parfois, en fait, le fait de passer à l'action, de mettre les choses en place et tout ça, ça nous prend autant d'énergie que de se dire, ah ouais, mais j'ai peur, j'ose pas y aller, j'ose pas le faire et tout ça. Et au final, quand tu le fais et que tu passes à l'action, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est tout, tu vois. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Va combattre contre quelqu'un. C'est beaucoup plus fatigant de se bastonner contre quelqu'un que de s'asseoir à côté de lui et de discuter avec lui. C'est vrai. Alors que tu t'assois, tu te poses, tu réfléchis, t'as une strate ou pas, à la limite au début, peut-être pas, et tu commences à avancer doucement sur un chemin que tu te crées, tu marches tranquillement. Si tu es obligé de courir pour fuir quelqu'un, t'es épuisé, tu t'en sors plus, c'est pas possible. Ouais. Incroyable, j'adore. J'adore. Je pense que en fait, ce que j'aime bien dans ce podcast-là, c'est que je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Tu vois, moi, dans ma communauté, c'est beaucoup des personnes qui veulent se lancer ou des choses comme Bien ça, sûr. ou qui sont lancées, qui galèrent parfois, et donc du coup, c'est vrai que ça peut parfois débloquer des croyances. Donc franchement, trop bien. On peut passer à ma deuxième question. Évidemment, coup, parce sur que la sinon partie, on va parler pendant 2 heures. Et sur ta deuxième question, le fait de pourquoi être cadre, sécuritaire, etc., et de passer à quelque chose de complètement différent. Pour être absolument honnête, il y avait 2 choses. Il y avait ma santé mentale. Parce qu'au bout d'un moment, j'allais au boulot à 8h, je repartais à 18h, 18h30. Je passais clairement ma journée à bosser. Je mangeais un sandwich rapidement le midi. Alors, je précise, c'était pas une obligation, c'était moi qui me fixais, c'était ma volonté à moi. J'avais largement le temps de pouvoir manger pendant 1 heure dans le resto ou machin ou quoi que ce soit. Mais je me mettais tellement la pression de bien faire, de réussir, de faire les choses bien pour avoir un semblant de reconnaissance, qu'au final, je finissais par me bouffer. J'ai fait une publi LinkedIn là-dessus où j'ai pris une photo de quand j'étais salarié et une photo après quelques mois tout seul en UGC, en freelance, plus de boulot, salarié, etc. Et j'ai vu en fait, quand j'ai vu les 2 photos, j'ai fait, oh putain. Ah, ça t'a mis ça m'a mis une déclic. claque. Déjà, j'avais des cheveux à l'époque. Mais tu vois, il y avait un côté terne, il y avait des cernes, des marquages sur la peau. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit au téléphone, je ne m'aime plus mon réveil. Et pourtant, je suis réveillé tous les jours à 8h. Pourquoi? Parce qu'à un moment, t'as ton mental qui reprend ses droits. T'as ton physique qui reprend ses droits, t'as de nouveau du temps de faire du sport quand tu veux dans la journée, tu t'organises un petit peu comme tu veux. Et du coup, j'arrive à cette deuxième conclusion, le temps, d'avoir du temps pour vivre, quoi. C'est un truc, j'en ai limite de l'émotion quand j'en parle, parce que avant, quand je partais le matin, j'avalais un café vite fait, je prenais une douche, je m'habillais, je me cassais au boulot, je rentrais le soir, 19h, je me posais, j'étais harassé, je me mettais une série à la télé, je mangeais vite fait sur le canapé, j'allais me coucher et ça recommençait le lendemain. J'attendais qu'une chose, c'est qu'on soit vendredi soir, en fait. Aujourd'hui, chaque jour, c'est la fête, quoi. Je me lève le matin, je suis heureux. C'est incroyable. Je me couche le soir, je suis content d'aller me coucher parce que j'ai passé une super journée à faire des trucs super cool. Et ma femme voit la différence entre le moment où j'étais cadre et aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Ouais. Et là, on a un petit bout à venir et j'ai pas envie qu'il soit éduqué par une nounou. J'ai pas envie de claquer mon salaire là-dedans. J'ai envie de le voir grandir, j'ai envie de l'éduquer, j'ai envie d'avoir du temps. S'il me dit, et papa, est-ce qu'on joue ensemble? J'ai pas envie de dire, papa, il doit aller travailler. Non, je veux pas ça. C'est plus possible dans ma vie d'aujourd'hui. Tu sais, ce qui est incroyable dans ce que tu me dis, c'était que juste avant, tu vois, j'ai tourné avant que tu arrives et tout ça, et j'ai fait une petite masterclass. Et dans la masterclass, je parlais justement du temps. La gestion du temps et tout ça. Et ce que je disais, c'était que le temps, en fait, c'est la ressource la plus précieuse. Parce qu'en fait, le temps, ça se rachète pas. Quand le temps, il avance et tout ça, on peut pas le racheter. Par contre, l'argent, ça vient, tu vois. Ça, c'est une ressource qui n'est pas forcément une ressource la plus précieuse. Pour moi, la ressource la plus précieuse, c'est le temps. Et effectivement, tu vois, quand tu me parlais de la reconnaissance que t'as pas forcément eue et tout ça, ça c'est aussi des éléments qui moi m'ont poussé à me lancer aussi dans l'UGC et surtout de quitter mon travail pour pouvoir faire ça à 100%. Parce que en fait, je me rappelle d'un moment précis où j'étais dans ma voiture. Je racontais ça du coup sur un réel là il y a pas longtemps, où j'étais dans ma voiture, j'étais en train de, tu vois, d'aller au travail. Fatigué, les yeux, tu vois, quand t'es dans ta voiture, t'es comme ça, là, tu vas au boulot, tu sais que
Tu la journée, elle va être merdique. Tu as l'esprit un peu dans le vide et tout ça, et t'arrives au boulot et tout ça, et après t'arrives avec des collègues, et tu vois, moi, je sais que j'ai échangé beaucoup avec des collègues qui étaient proches de la retraite, parce que quand on était chez Orange, bah voilà, c'était comme un CDI à vie, tu vois. Et c'est vrai que j'aimais bien poser des questions aux personnes qui étaient proches de la retraite, et je leur disais, mais du coup, est-ce que voilà, vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que vous aurez fait différemment? Tu vois, j'ai des questions un peu poussées comme ça. Moi, j'étais le gars qui posait ces genres de questions, tu vois. Et c'est vrai que il y avait souvent des remords. Tu vois, des regrets, ouais, des remords. Non, plutôt des remords, parce que tu vois, je pense qu'il faut mieux avoir un regret de s'être lancé et d'avoir échoué. D'ailleurs, c'est une mentalité française d'avoir la peur d'échouer. Et aux États-Unis, ils font pour échouer. J'ai une super anecdote après là-dessus. Faut je te remets dessus. Donc, il faut mieux avoir un regret d'échouer. De dire, voilà, j'ai essayé, j'ai échoué. Bon, écoute, je vais réussir à rebondir et tout ça, que d'avoir un remords de me dire, je me suis pas lancé. C'est clair. Et je crois que c'est le pire, ça, tu vois, d'arriver à 60 ans et de me dire, voilà, j'arrive à la retraite. Il y avait grave des projets que j'avais, il y avait grave des choses que j'aurais voulu faire, mais je les ai pas fait par soit manque de temps, par la peur, tu vois, on en parlait tout à l'heure, par des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, ça, c'est des points que je voulais pas avoir. Et en plus de ça, maintenant que j'ai 2 garçons, la vie, elle change, tu vois. La vision, elle change et tout ça. Et je sais que tu vas être papa, que tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de temps et tout ça pour ton enfant. Et franchement, c'est ouf, tu vois. Parce que ton histoire me dégage une émotion où je me dis, en fait, je me reconnais grave dans ce que tu me dis, quoi. Mais je pense que déjà, c'est adorable, mais il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Après, je ne veux pas dire aux gens, à tous, de quitter leur emploi salarié. Alors, évidemment, c'est pas du tout le sujet, mais qu'à partir d'un moment où il y a une vraie volonté de faire quelque chose de différent, je pense qu'il faut se donner les moyens. Surtout que si derrière, ça va avoir des effets sur la santé, par exemple. Quand tu vois des gens, j'ai lu des études, des gens qui vont développer des cancers à cause du boulot, des gens qui vont développer des tumeurs, qui vont développer des problèmes de peau, des problèmes mentaux, etc. Dans quel monde aujourd'hui on vit pour se dire, je vais sacrifier ma santé, ma vie, mon mental, ma famille pour gagner 1500 balles par mois? Ah ouais. T'as tout à fait raison. L'argent, ça part, ça vient. Ta vie, tu l'as qu'une fois, en fait. Une fois qu'elle est finie, quoi. Tu fais bouffer par les vers de terre ou par les gens qui ont la foi, peut-être autre chose. Mais, putain, pour de la thune. Ouais. C'est quand même fou de ce que les gens sont prêts à subir pour un salaire, quoi. Je te fais une passe D, avant qu'on oublie. Tu voulais me dire un truc sur... Oui, la réussite, les États-Unis, etc. Je suis allé à New York il y a 2 ans. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est les pubs pour Academia. Academia, tu sais, c'est les mecs qui font le soutien scolaire. Ouais. Tu vois les pubs en France, c'est « Oh là là, vous êtes nuls, vous êtes pas bon à l'école, Academia peut vous aider. » Tu vois, aux États-Unis, les affiches, c'est le mec, il a réussi, aujourd'hui, il est ça grâce à Academia. Le mindset, il est complètement différent. Ouais. En France, tu tentes un truc, c'est tu réussiras pas. Si tu gagnes de l'argent, en plus, t'es un voleur. T'as traficoté un truc où tu connais des gens qui connaissent des gens qui, voilà. Je suis dans la formation, je suis carrément ciblé par ça, tu vois. Ouais, mais toi, ils vont des formations, ils vont pour faire de l'argent, quoi. Ouais, du coup, en même temps, évidemment, on vend pour faire de l'argent, sinon, on n'est pas bénévole non plus. Il faut arrêter à un moment 5 minutes. Voilà. Et moi, j'ai pas du tout de problème avec l'argent. Je trouve que justement, la France a peut-être des leçons à avoir sur ce côté-là. Ouais. Quand je vois les youtubeurs qui sont interrogés, qui non, mais moi, je vais pas dire combien on gagne, hein. Et beaucoup, en fait, c'est super inspirant. Je sais pas, l'argent, c'est pas ça. Clairement. À partir du moment où tu comprends que l'argent, c'est un outil, et que c'est pas de la nourriture qui va te nourrir l'âme et qui va te nourrir tout le reste. Enfin, à un moment, tu peux en parler librement. Enfin, je comprends pas, moi, cette trouille liée à la thune. Et du coup, ce mindset-là, moi, je le trouve hyper intéressant aux US. Quand tu tentes un truc aux États-Unis, quand tu discutes avec les gens, ils vont te dire « Ah ouais, super, t'as raté combien de fois pour arriver là ?» Et c'est normal de rater. En France, tu rates une fois, t'as une croix rouge dans le dos, on te dit « Eh, il a raté. » C'est horrible quand même comme mentalité. Et comment tu veux inculquer à un gamin d'évoluer vers ce qu'il aime et de faire les choses qu'il aime? Tu lui dis « Alors vas-y, fais ce que t'aimes vraiment, tu verras, c'est super. » Mais t'as pas intérêt à te foirer. Non, tu te foires, tu tombes, tu te relèves. Plus t'as les pieds dans le sol, plus t'es enraciné. Enfin, je comprends pas, tu vois. Tu sais que tu seras un bon papa? Mais j'espère. Tu sais pourquoi? Parce que les enfants, en fait, ils ne font pas ce que tu dis,
mais ils vont s'inspirer de toi, tu vois. Et tu vois, tout ce que tu fais aujourd'hui, bah, tu vois, ta mentalité, ta façon d'être, bah, ta force de caractère, cette façon de dire, bah, ok, l'échec, c'est l'échec, tu vois. Et ben, en fait, ça, c'est des choses que tu vas pouvoir transmettre et ça, c'est juste génial, tu vois. Et j'espère qu'il ou elle apprendra de ça et se dit, si je tombe, je me relève et puis c'est pas grave, quoi. C'est juste pas grave, en fait. Il y aura toujours des gens autour pour soutenir, ou peut-être même lui-même ou elle-même aura la force de caractère de se relever toute seule, quoi. Est-ce qu'on peut parler du GC? Ben oui, bien sûr. On va pouvoir parler du GC. Toi, du coup, tu t'es lancé. Tu t'es lancé comment déjà? Ça m'intéresse de savoir. Comme je disais, c'est Xander, mon meilleur pote, qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier. Il savait que j'ai pas peur de la caméra et que c'est un truc qui m'amuse même, la caméra. Il m'a dit, écoute, tu veux changer de boulot, il connaît mon histoire, on s'appelle régulièrement, etc. Il me dit, si tu veux changer de boulot, au moins commencer à voir autre chose, tente l'UGC. Je me suis dit, quoi, l'UGC? L'UGC, pour moi, c'est un cinéma. On l'a fait tous. Ça toujours, ça. La référence. Mais du coup, t'as commencé en complément de revenu ou... Ouais, tout à fait en complément de revenu. D'abord, j'ai testé pour tester. Je me suis mis sur une plateforme. On va pas les citer, sinon, voilà. Mais je me suis mis sur une plateforme américaine. Et je me suis dit, voilà, je verrai si ça marche ou pas. Il m'a un peu aidé à faire mes gigs, à trouver les bons mots, à faire les bonnes descriptions, voilà, à faire un petit peu de SEO, etc. Et je commence à avoir 2 messages. Oh putain, ça y est, j'ai des messages, je vais répondre, machin. Je savais même pas quoi facturer au début. J'avais des petits prix. Je regardais ce que faisaient les autres. J'essayais de m'aligner, histoire de démarrer, de pas être trop cher, etc. Et je commence à faire mes premières vidéos. Aujourd'hui, je vois ces vidéos, je me dis, mais comment j'ai pu vendre ça? C'est hyper intéressant ce que tu dis là. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas forcément se lancer. Et en fait, souvent, moi, ce que je dis, c'est que ta première vidéo, elle est toujours merguez. Mais du coup, au bout de la 10e, 20e et tout ça, c'est nettement différent. Et surtout, la première vidéo, elle a quand même un effet important parce qu'en fait, quand tu vas regarder dans plusieurs années et tout ça, cette vidéo, tu vas avoir ce sentiment d'avoir fait un truc génial alors que maintenant, avec le recul, tu dis, waouh, c'était éclaté, tu vois. Mais c'est ça. Et moi, je me souviens que ma première vidéo, c'était mon pote, avec qui je m'étais lancé, je l'avais envoyé. Et tu sais, il m'avait fait des retours. Et sur les retours, je m'étais un peu vexé. Je me suis dit, attends, ma vidéo, elle est bien et tout, tu vois. J'étais un peu vexé et tout ça. Et en fait, maintenant, quand je la regarde, je me dis, ouais, non, elle est merguez, c'est vrai. Mais c'est vrai que ces premiers trucs, c'est important, tu vois, de passer par là. Tout le monde passe par là, tu vois. Évidemment. Donc, trop bien que tu dis ça. Au début, tu vois, j'avais des micros que j'avais payé 20 balles sur Amazon. J'avais pas de panneau LED. Il y a ma femme qui faisait des vidéos tuto à l'époque sur du maquillage. J'avais un espèce de, comment on appelle ça, les ring lights, là. Ouais. Mais genre ring light Lidl, tu vois, qui éclairait à peine. Et je fais ma vidéo, j'envoie ça, le mec il me paye, merci pour la vidéo, il fait bon, faudrait que tu vois un peu l'éclairage quand même, c'est un peu sombre, et puis le son, il y a un petit peu d'écho, je fais quoi, c'est sombre, regarde. Moi dans ma tête, tu vois, il y avait la lumière du plafonnier plus la ring light, c'est bon. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il y a 2 panneaux LED, il y a la lumière de derrière, tu fais gaffe à que ce soit en 3 points. Ouais, c'est ça. Micro DJI, tu retravailles ton son, ton étalonnage, etc. au montage. Merde, quoi. Fais un truc bien. Mais à l'époque, ouais, comme toi, tu vois, première review, première révision, ça va, il abuse, c'est bien quand même, en fait, non, tu regardes ça un an après, c'est comme tu dis, c'est merguez. Excellent. Donc, du coup, ouais, voilà, tu t'as commencé en complément de revenu et trop bien. Et après, comment ça a avancé sur les premiers mois et tout En fait, si tu veux, l'objectif que je m'étais fixé, c'est qu'à partir du moment où je m'étais lancé, que je commençais à avoir les premiers contrats, je me dis, ok, dès que j'arrive au même niveau de salaire, sur, au moins 3 mois d'affilée, équivalent à ce que je touche aujourd'hui en tant que salarié, je me casse. Wow. J'ai démissionné en septembre, j'ai commencé en mai. Wow. Donc, en parlant d'évolution, c'est pas compliqué. Le mois de mai, j'ai démarré le 15 mai. J'ai fait un super mois de fou à 350 € de chiffre d'affaires. Excellent. Ouais. Et tu dis, bon, c'est le démarrage. Et au bout de 2 mois, j'arrivais déjà en bénéf net URSSAF à un SMIC. Wow. En 2 mois. Et là, je dis, putain, quand même, ça marche un peu fort, quoi. Ouais. Et là, tu commences. Je fais des vidéos de 30 secondes. Sur une plateforme. Une plateforme? Une seule plateforme. J'ai un SMIC à côté de mon taf. C'est ça. Il y a des gens qui font ça 1 mois pour travailler comme ça. Ils font 35 heures par semaine avec des allers-retours au niveau du métro boulot-dodo. Et ouais. Qui perdent du temps. Et toi, usine, tu travailles quelques heures dans la semaine ou dans... Et tu gagnes 1400. C'est ça. Un SMIC. Un SMIC, wow. Quasiment au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois. Incroyable.
Puis au fur et à mesure, je commençais à avoir d'autres contrats, je suis allé chercher d'autres plateformes, j'ai commencé à prospecter aussi en direct via les réseaux sociaux. Je commençais à avoir quelques clients retainers. Alors retainers, pour ceux qui savent pas, c'est des clients qui vont revenir régulièrement et en direct sans passer par les plateformes. Avec des grosses marques qui commencent à tomber, parce qu'il faut pas se leurrer, au début on va bosser pour des petits trucs, pour du dropshipping. J'avais un mec qui m'a fait une vidéo téléachat avec comment on appelle ça, le Pecto Pro, un outil comme ça, tu fais les pecs. C'était trop bien. J'ai fait téléachat, mais je me suis amusé comme jamais sur ce truc-là. Ça se voit. Ouais. C'est le mec qui lui est. C'est Big Mac. Et je me suis amusé comme jamais sur cette vidéo. Elle m'a ramené rien en termes de thunes, mais en termes d'éclat à le faire, je me sentais vraiment genre le téléachat de M6, tu vois, le matin, tu vois. Et c'est super parce que regardez, vous le mettez dans ce sens-là, il fait ça. J'étais crevé de rire à la faire. Mais tu vois, moi je dis toujours qu'il faut privilégier l'expérience au début. Mais tu vois ça là, c'est des expériences mémorables qui te permettent aujourd'hui d'être étonné. Bref, exactement. Continue. Et du coup, on continue sur les mois qui avancent, etc. Et puis septembre, le boulot commençait vraiment à me peser de plus en plus. Et puis t'as un équilibre qui se fait, qui est assez magique, c'est que plus tu t'amuses d'un côté en gagnant de l'argent, plus l'autre, le poids, il devient lourd et pesant, et moins tu supportes. Chaque jour, je me levais, je fais, mais pourquoi je vais bosser, rater peut-être le temps de faire 2 vidéos en plus et de m'amuser, parce que j'ai pas le temps, parce que je suis au boulot de 8h à 18h, et à côté, j'ai ça, je peux tourner tranquillement dans mon salon, et à 15h, j'ai fini ma journée, quoi. Et là, je me suis dit, ok, je vois que le revenu est nickel, le net est nickel. On en discute avec ma femme, je dis, je me casse, terminé. On est parti en vacances, je suis rentré le lundi, j'ai posé ma dème. Moi, j'ai commencé au mois d'avril. Moi, le premier mois, j'avais fait 1 000 €, tout rond. Sur des plateformes aussi. 3 mois après, j'avais doublé mon salaire, j'avais fait 2004. Et 6 mois après, au mois de octobre, j'avais fait 5 000 € à côté de mon activité. Ben oui. Mais c'est vrai que c'est l'été c'est là où j'ai pris la décision de me dire, là, avec ce qui se passe, faut que je prenne la décision de pouvoir quitter. Donc ça a pris un processus qui était assez long et tout ça. Et après, j'ai quitté au mois de février l'année d'après. Ouais. Mais du coup, pendant une période, tu vois, j'étais payé 2004, je crois, quelque chose comme ça chez Orange. Et je gagnais 5 000 € avec l'UGC en complément de revenus à côté. Je te cache pas que d'aller au travail à ce moment-là, c'est compliqué. Parce que justement, déjà, j'avais plus cette reconnaissance-là, cette perspective d'évolution. J'avais plus de sens à ce que je faisais. Je me prenais, il y avait une pression aussi, de chiffres à effectuer et tout ça. Et c'est vrai que, quand ça tombe comme ça, c'est, tu vois, l'équilibre que tu dis là, le fait que, tu t'éclates d'un côté, mais d'un autre côté, du coup, tu commences à voir la valeur que ça a. Ouais, je suis d'accord. En fait, là, du coup, c'est vrai que c'était compliqué et j'en ai même fait un burn-out, tu vois, parce que, j'étais dans un truc où, je supportais plus d'aller au travail, quoi. Et donc, franchement, ça me parle de ce que tu me dis, quoi. Après, il y a aussi une chose qui, je trouve... Alors, si, il faut que je précise un truc parce que je trouve que c'est hyper important. Ça ne convient pas à tout le monde d'être entrepreneur. Ça, c'est un truc qui... C'est ce que j'allais dire. Ah, punaise, je suis désolé, je t'ai coupé. Mais c'est vrai que ça ne convient pas à tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et je suis totalement OK. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi, je vois mon programme, de commencer avec un complément de revenu pour justement... Voilà, tu vois. Donc, vas-y, je suis désolé. Non, mais justement, j'allais rebondir là-dessus en disant que, attention, c'est pas fait non plus pour 100% des personnes. Déjà, je pense qu'il faut quand t'es pas habitué à la caméra, quand t'es pas habitué à discuter avec de la clientèle, quand t'es pas habitué à chiffrer, parce qu'il faut pas se leurrer, au bout d'un moment, t'as de la facturation à faire, t'as un peu d'administratif, t'as de la prospection, tu dois discuter avec des clients. 99% des clients sont adorables, mais t'as parfois un pourcentage de personnes aussi qui vont être un peu moins sympas à l'écriture. Et tout ça, c'est pour, je pense qu'il faut aussi avoir un bon accompagnement derrière. Je suis pas en train de vendre ta formation. Si, on peut la vendre, attends. En plus, je la connais pas, sa formation, je sais même pas ce qu'il fait. Il parle d'avion, j'ai rien compris. Non, blague à part, il faut de l'accompagnement.
Moi, j'ai la chance de connaître le métier de commercial, de connaître le métier de prospection, de connaître un petit peu le métier de vidéo et de production vidéo. Donc, j'ai pas eu besoin de formation. J'ai pas eu besoin d'accompagnement, même si mon pote Xander est vachement plus avancé que moi sur le sujet. Donc, du coup, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup appuyé dans cette démarche-là aussi. Entourage. Mais là, du coup, on a un entourage, on travaille ensemble. Enfin, on travaille ensemble. On n'est pas une agence, mais chacun travaille dans son coin. Mais dès qu'on a des interrogations, on a un petit spot, un petit hub, où on va discuter, on va s'échanger les bons plans, etc., etc. Être tout seul, c'est le plus dur dans le métier d'entrepreneur. Moi, je suis l'homme le plus heureux quand je vais sur un tournage physique. Là, quand j'ai rencontré Delphine et Cédric, quand je vais rencontrer des agences en vrai, quand je vais aller monter des faux pare-brise parce que c'est pour une marque de pare-brise et je trouve ça absolument génial d'être habillé en monsieur pare-brise. C'est que du bonheur de rencontrer des gens. Et souvent, dans l'entrepreneuriat, il y a ce risque-là aussi de se retrouver seul. Et ça, je pense que ça peut être le piège pendant du salariat. Où le salariat, t'es débordé parce que t'as trop de boulot, t'as trop de personnes autour de toi au bout d'un moment, burn-out, etc. Autant l'entrepreneuriat, faut vraiment faire l'effort de discuter avec les gens. Faut pas ne pas oser faire un message à quelqu'un qui a un petit peu plus de bouteilles pour poser des questions, etc. Et surtout dans le milieu de l'UGC, je trouve qu'il y a vraiment une commu qui est hyper sympa. Tu peux discuter avec des gens, tu vois, tu fais du GC, je fais du GC, on est en concurrence entre guillemets, c'est pas pour ça qu'on va pas se parler et qu'on va se dire non, moi le gars je veux pas lui parler, il va me piquer mes clients. Enfin, c'est pas du tout le sujet, il y a du boulot pour absolument tout le monde. Par contre, faut pas rester seul. Clairement, je pense que ça peut être vite difficile pour la personne si elle a des craintes et qu'elle est toute seule, elle va se noyer dans les craintes. Donc, elle va se dire ah ouais, j'ai osé, super pour ça. Et risque d'y avoir un retour de bâton un petit peu négatif. Parce que c'est vrai que c'est un des points aussi qui m'a poussé justement à créer une communauté autour de mon programme et tout ça, parce qu'en fait, le fait de se rendre, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen de se développer personnellement. Parce que tu te retrouves tout seul, tu dois gérer l'émotion, tu dois gérer parfois le stress des deadlines. Et en fait, tout ça, en fait, c'est des compétences que tu apprends qui te permettent de te développer toi personnellement. Ouais, tout à fait. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment le meilleur, le meilleur développement personnel que tu peux avoir quand tu es face à toi-même, quand tu es face à tout ça. Et dans tout ça, effectivement, c'est hyper important pour moi de pouvoir s'entourer, d'avoir un bon entourage, d'aller chercher les compétences où elles sont, d'aller chercher des personnes qui peut-être sont passées par le chemin dans lequel tu es passé. Et c'est aussi l'objectif de ce genre de podcast, tu vois, c'est de tu vois, à travers ton histoire, à travers ce qu'on partage, en fait il y a des personnes qui pourront être inspirées, tu vois. Ouais. Et justement, si j'ai fait aussi ce genre de podcast là, c'est aussi pour ça, pour que certes moi j'ai ma communauté, j'ai mon accompagnement avec toutes les personnes que j'accompagne, où on se tire vraiment vers le haut, mais aussi si on peut essayer aussi transmettre à d'autres personnes, c'est cool, quoi. Mais je pense qu'il faut pas oublier que les seules limites qui existent, c'est celles qu'on se fixe. C'est qu'à partir d'un certain moment, moi j'ai eu le cas, à un moment, je pensais être une bille en montage. Je pensais pas savoir faire ça de ma vie. Et effectivement, mon premier montage était dégueulasse. Ouais. Voilà, ça s'est prouvé, il n'y a pas de souci. Mais t'apprends, en fait, il n'y a pas de limite, encore une fois. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec les gens qui font des formations, etc., d'apprendre, en fait. Et c'est pas difficile, il faut juste oser le faire pour de vrai, en fait. Pas juste se dire, je vais peut-être penser à le faire, mais le faire et apprendre, ça s'apprend super vite. Aujourd'hui, le montage, quelque chose qui me faisait flipper à fond, mais je m'éclate à mort à faire des vidéos super chiadées. Mais faut y aller, faut juste faire. C'est à un moment, l'info, elle est là, tu la prends. Voilà, et tu la mets dans la poche et tu t'en occupes, quoi. Wow, incroyable. Je vais te poser une dernière question parce que voilà, on arrive sur la fin du podcast et tout ça, et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui est assez transparent et tout. Ce serait quoi ton plus gros chiffre d'affaires que tu as fait en UGC? Chiffre d'affaires ou bénéf? Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent chiffre d'affaires, ouais. Mais c'est bien de parler en bénéf parce que en gros, ce que j'ai mis dans ma poche, quoi. Ouais. Le plus gros bénéf, donc après URSAF, donc vraiment, on va dire, je prends l'argent, je le mets dans ma poche et je l'utilise pour mon perso, j'étais à 5 500 €. Incroyable. Et ma moyenne actuelle, elle est entre 3007 et 4004 tous les mois. Et tout ça, du coup, avec le temps à ta dispo, tout ça avec... Pour être absolument honnête, mon organisation de semaine, je travaille relativement tôt le matin, parce qu'en plus il fait chaud, donc en gros de 8h à 13h. Souvent du lundi au mercredi.
Parfois des extras, évidemment, quand tu as une urgence, une retouche à faire, un machin, ça peut arriver que je me pose un samedi, dimanche interdit. On s'interdit avec ma femme de bosser après 18h ou après 19h, sauf premier message pour éviter les problèmes d'algorithme. Ouais. Pas de tournage le samedi, pas de tournage le dimanche, des vacances quand on veut, quand on peut. Ouais, enfin en gros, c'est des semaines à 15 heures, quoi. Incroyable. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai encore cette notion de pouvoir se caler davantage. Avec plus de temps. Bon, parce que j'ai plus de temps. Je peux monter à 35 heures de travail et du coup, vous doubler, voire tripler ma capacité. Maintenant, il faut des clients. Et d'ailleurs, justement, si vous voulez des clients, ce sera une très bonne conclusion. Voilà, merci déjà pour le temps que tu as pu consacrer. Franchement, je pense que ça va aider énormément. Donc, franchement, merci beaucoup. Et du coup, pour les personnes qui regardent cette vidéo, et si vous voulez avoir des clients, comme il dit, juste en bas de cette vidéo, vous allez pouvoir avoir un lien où je vous parlais de coup, comment se lancer dans l'UGC. Si tu veux aller plus loin, justement, te sentir accompagné, être entouré d'une communauté, avoir vraiment une structure qui te permet de pouvoir te lancer, tu as juste à cliquer sur le lien pour avoir une petite vidéo de 7 petites minutes qui va t'expliquer et puis on pourra prendre un rendez-vous ensemble pour pouvoir aller plus loin. Merci encore pour ce moment, c'était hyper cool et puis à tout le monde on se dit à très vite. Let's go.